Bonjour et bienvenue au Verbomoteur. Ici James Langlois. Pour cet épisode, je suis accompagné par trois nobles demoiselles, madame, mesdames, Stéphanie Grimard, Laurence Godin-Tremblay et Ariane Beauferré. Bienvenue à vous trois. Salut, James. Bonjour. Durant la prochaine demi-heure, nous écouterons l'édito d'Ariane sur la joie en ce renouveau printanier. Nous discuterons ensemble du financement public des médias, mais on commence tout de suite avec les propos controversés de Luc Ferrandez sur l'euthanasie des personnes en situation de handicap lourd. Au micro de leur émission du 98.5 FM la semaine dernière, Luc Ferrandez et sa collègue Nathalie Normando ont créé un tollé au Québec en suggérant l'euthanasie des personnes vivant avec une lourde déficience intellectuelle. Laurence, tu as vu une bonne occasion pour discuter en profondeur de cet enjeu. Pourquoi est-ce que les propos de Ferrandez, selon toi, indignent autant? C'est vraiment intéressant de voir, en fait, James, la réaction là, des médias ou des groupes particuliers. Là, autant les médias qu'on pourrait qualifier plus à droite, autant les médias plus à gauche se sont indignés des propos de Ferrandez. Alors, pourquoi est-ce que ça indigne? C'est pas toujours le cas de voir quand même une cause qui rallie autant large. Là. Non, c'est assez impressionnant là, de voir le consensus au Québec qui s'est fait là, par rapport aux propos de Ferrandez. Peu de personnes l'ont défendu, en fait, personne à ma connaissance. Puis alors que souvent, il y a un certain consensus sur l'aide médicale à mourir quand même. C'est ça. Peut-être que ça indigne autant à cause de la façon dont Ferrandez, notamment, a amené ses propos. Il faut replacer en contexte. Là, il commentait une histoire très triste, là, tragique, d'une jeune femme, Florence, non fictif. Que la presse a rapporté aussi la même journée. Exactement, là, qui a été... qui a une déficience intellectuelle, mais aussi un problème qui fait en sorte qu'elle a toujours faim. Puis là, elle sortait de chez elle, elle entrait par effraction chez les gens, volait de la nourriture. Bon, elle a été prise par la police et mise en prison pour 7 jours, là, même en isolement. Donc, c'était un traitement épouvantable, là, surtout quand on sait qu'elle a l'intelligence d'une jeune fille. Là. Moi, si on mettait mon enfant, ma fille en prison, en isolement, ce serait... inhumain, ce qu'on appelle populairement le trou. Là. Oui, c'est ça, exactement. Donc, il a réagi à ces propos-là. Puis, ce qui est choquant dans son entrevue, c'est que plutôt que de proposer des solutions, c'est comme s'il tombe dans une espèce de défaitisme en disant, ben, tu sais, finalement, il n'y a personne qui est capable de s'occuper de ces gens-là. Il n'y a personne qui est capable de ramasser... Il parle même de ramasser les excréments, les selles ou des choses comme ça. Il n'y a personne qui a envie de faire ça. Les gens s'épuisent. Et là, il amène tranquillement une idée, mais c'est ça qui est sournois avec des euphémismes. Il dit il faudrait les libérer. Il dit je veux pas dire mourir, mais finalement, c'est ça qu'il veut dire, parce qu'il nous parle d'un médicament qui, sur le long terme, causerait la mort de la dite personne avec une déficience intellectuelle. Ça existe, ce médicament-là, ou lui imaginait? Il fait comme une espèce de tempête d'idées, là, on pourrait dire. Là. Il imagine des idées. Il dit notamment, on pourrait appeler ça autrement que l'aide médicale à mourir, là, ce qui est révélateur, moins choquant. Pour que ça soit moins choquant. Ce qui est révélateur, encore une fois, de la façon dont des fois notre société réfléchit, là, parce que aide médicale à mourir, moi je me tannerai jamais de le répéter, c'est un oxymore. Là. C'est déjà une expression problématique, exact. Au sens où la médecine, son objectif, c'est de soigner, guérir les personnes quand c'est pas possible d'atténuer les douleurs. Donc une aide pour mourir, ça ne peut pas être médical. Le médecin, par définition, selon le serment d'Hippocrate, n'est pas censé tuer son patient. Bon. Fait que déjà, aide médicale à mourir, c'est un oxymore. C'est comme s'il nous propose un terme encore plus ambigu. On pourrait trouver peut-être une façon de leur donner la mort qui serait plus douce, entre guillemets. Mais il insiste beaucoup sur la libération des souffrances. La libération des souffrances. Dessous, on n'a pas le choix de lire fin de la vie de cette personne. Mais les souffrances des gens qui sont autour aussi, finalement, puisque personne ne veut s'occuper de ces gens-là, selon lui. Ce qui est intéressant quand on creuse dans l'histoire de Ferrandez, parce que c'est surtout Ferrandez, là, il y avait Nathalie Normando qui était présente à l'émission aussi, mais quand on creuse son historique des propos par rapport à l'aide médicale à mourir, on trouve un article en 2019 qui a été publié par rapport à une prise publique où il avait parlé de, justement, est-ce que être un fardeau ou se considérer comme un fardeau ne devrait pas être un critère pour demander l'euthanasie? C'est-à-dire que si moi, finalement, je suis rendue très malade, ça, et je me sens comme un fardeau, ça serait pas suffisant, pose-t-il comme question, pour demander l'aide médicale à mourir. C'est vrai que c'est très fréquent dans le discours. Ça, les personnes vieillissantes qui disent « Moi, je refuse d'être un fardeau pour ma famille. » Ouais.
Donc, on voit un peu la logique derrière, je pense, de Ferrandez à travers tout ça. Là. Puis c'est ça, ça a choqué beaucoup. Là, et heureusement, les gens ont parlé d'eugénisme, ont parlé de déshumaniser des gens. Là, c'est carrément ça qui est fait ici. Il y a une lettre ouverte, d'ailleurs, qui a été diffusée hier sur les réseaux sociaux par la Fédération québécoise de l'autisme qui dit, dans le fond, c'est une dérive qui a lieu sur nos ondes. Là, la vie humaine n'est pas une opinion dont on devrait discuter. Là. C'est ça qui a créé beaucoup l'onde de choc, d'ailleurs. Oui, c'est ça, exactement. Ce qui a choqué aussi, c'est cette réflexion que fait Ferrandez à un moment donné où il dit, bon, ça serait peut-être... Parce que d'habitude, sur l'euthanasie, qu'est-ce qui est différent dans ce cas-ci? Parce que d'habitude, les gens sur l'euthanasie sont assez en faveur de plus en plus d'un élargissement, mais le critère reste toujours le consentement. Hein. Notre société est obsédée par l'idée de consentement, hein, tant pour la sexualité... que là, dans ce cas-ci, pour l'euthanasie, hein, si la personne veut, pourquoi pas? C'est toujours ça le raisonnement. C'est l'élément qui fait foi de la liberté, finalement. Exactement. Là, c'est le cas bizarre ici. C'est ça qui choque, je pense, la société. C'est que, bien, évidemment, on a affaire à des personnes qui ne peuvent pas consentir, qui ne peuvent même pas consentir préalablement, comme dans les cas d'Alzheimer, qui sont pourtant acceptés par beaucoup de Québécois aujourd'hui. Et là, la difficulté à ce moment-là, c'est que, ben, c'est ça, la personne ici ne peut pas consentir. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Alors, Ferrandez, dans ses solutions, sa tempête d'idées, il propose soit que les parents prennent la décision pour l'enfant éventuellement, ou il nous parle d'un comité de sages. Alors ça, c'est une autre remarque qui a choqué beaucoup. Parce un peu comme le comité de sages de François Legault. Là. Oui, c'est ça. Mais là, c'est quand même assez troublant comme remarque. Là, ce qu'il propose, c'est que des gens puissent décider si telle vie ou telle vie vaut la peine ou non d'être vécue. Et ça, c'est très dangereux parce qu'à quelque part, c'est de dire, c'est comme si la vie humaine, il y a quelque chose de qualitatif, là, puis il y a des gens qui vont décider, de je ne sais pas par quels critères, quand est-ce que la vie de cette personne-là ne vaut pas la peine d'être vécue. Il y a une belle parole dans la Bible à propos de ça, je trouve, c'est la mesure que vous utiliserez pour juger les autres, on l'utilisera aussi pour vous juger. Où je veux en venir, c'est que c'est assez frappant que Ferrandez se permette de juger de la vie des autres de cette manière-là, alors qu'on pourrait lui objecter, mais qu'est-ce qui te fait dire, toi, qu'il y a des gens qui ne pourront pas juger un jour de ta vie? Bon, les chrétiens pensent que Dieu juge de notre vie ultimement, mais on a envie de dire, c'est ça, hein, au moment où tu introduis un critère comme ça, qu'est-ce qui empêche que d'autres critères vont émerger encore plus drastiques, encore même à ton propre détriment, là, on pourrait dire, là, fait que c'est une réflexion très naïve, là, très peu sage, si je peux reprendre les mots de Ferrandez, qu'il a fait en ondes comme ça, spontanément. Mais c'est la grande tradition aussi philosophique de l'Occident d'affirmer que l'être humain a une dignité inaliénable, peu importe sa condition, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, exactement. Bien, en fait, c'est assez intéressant, là, le débat qu'on a actuellement. Là. Bon, beaucoup de personnes parlent de dignité et tout ça, mais je pense que ça serait important que notre société se pose puis mettre derrière le mot dignité des concepts plus clairs. Là. Qu'est-ce qu'on veut dire, justement, quand on dit que l'être humain est digne? Et digne, peu importe les conditions de sa vie, hein, que je sois pauvre, que je sois malade, que j'ai une déficience intellectuelle, que je sois dépendante des autres. Qu'est-ce qui me rend digne? Plus digne que, par exemple... mes condoléances à ma belle-mère qui son chat est en train de décéder. Là. En fait, elle va le faire euthanasier. Puis, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est moins choquant, là, si je tue un chat, bon, c'est un petit peu choquant, là, les gens n'aiment pas ça, là, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'une fourmi, c'est quand même pas la même chose qu'un être humain, un papillon, un chien, un chat? Bon, il y a quelque chose dans l'être humain qui est radicalement différent des autres animaux. Puis ça, c'est la tradition de l'Occident, c'est ça qu'il reconnaît, notre tradition le reconnaît, qu'il y a quelque chose dans son intelligence qui le distingue des autres animaux. Dans sa capacité à aimer. Dans sa capacité à aimer. Puis dans la tradition, évidemment, chrétienne, on va dire, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est à l'image de Dieu, puis qui, à ce moment-là, demande notre vénération. Hein. Il y a un beau passage dans la Bible. Moi, ça m'a beaucoup touchée quand je travaillais avec les personnes qui avaient une déficience intellectuelle. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait. Hein, il y a ce regard, là, finalement, vers le plus petit. Le plus vulnérable. Le plus vulnérable. On est capable de reconnaître, ici, là, il y a quelque chose, en fait, de divin. Même Héraclite disait ça, là, il y a du divin dans les êtres autour de nous, dans les êtres humains. Bon, Luc Ferrandez s'est un peu excusé. En tout cas, il essaie de justifier. Ça n'a pas très bien passé non plus, ses justifications. Mais je pense que le bien qui en est sorti de cette controverse, c'est qu'au moins, on voit une réaffirmation dans la société pour la dignité de ces personnes-là. Laurence Godin-Tremblay, collaboratrice au Verbe Média, merci beaucoup pour cette analyse.
Ariane, le printemps t'a inspiré un édito particulier cette semaine. Oui, c'est le printemps. Le printemps, c'est les tulipes, c'est les lilas bientôt en fleurs, le retour des oiseaux migrateurs. La boîte qui pue. Moi, je trouve Exactement. Les roches sur le gazon. Oui, mais c'est aussi le retour des épandages de fumier pour ceux qui sont en région. Oui. Les allergies. Bon, okay. Les allergies, les bruits de tondeuses, de tronçonneuses, pour moi qui suis sensible au bruit, ça m'énerve. Et aussi le désagréable retour des cônes orange un peu partout. Rien qu'à Montréal, on prévoit la fermeture d'au moins 1000 tronçons de rue jusqu'à l'automne pour des travaux. À Québec, on a les préparatifs pour le tramway. Bref, le printemps, c'est pas toujours la joie non plus. Et donc cette réflexion-là, ça m'amène à me questionner, est-ce qu'on a encore des raisons de se réjouir aujourd'hui ? Est-ce que, James, tu te sens plutôt, schtroumpf, joyeux, toi? En général, mais il y a des moments, je dirais, dans la semaine et même dans les journées où c'est moins bon. Hein. Plutôt grincheux? Oui, c'est ça. Au moins, il est en bleu. Hein, quand je reçois de l'eau qui coule des tasses du lave-vaisselle, là, ça me... Ah ouais, on a beaucoup de raisons de ne pas se réjouir. Et donc, puis on se représente aussi la joie avec une perspective chacun qui est différente. Et ce que je vous propose, c'est de réfléchir à qu'est-ce qui nous rend vraiment joyeux, vraiment heureux au final. Et puis on peut commencer par la famille, ça va un peu de soi, les sourires enfantins, les regards des amoureux, les premiers pas un peu claudiquants des petits-enfants, comme Laurence et moi on vit avec nos plus jeunes. Et ça nous attendrit. Et c'est pas pour rien au final. Par exemple que les vidéos de bébés, le succès persiste en ligne depuis les tout débuts d'Internet, à égalité avec les vidéos de chats. Exactement. Et les bébés chats. Et les bébés chats, alors les bébés animaux, là, pareil. Et d'ailleurs, au printemps, la vie de famille, elle se simplifie un peu. On va vivre cette joie qui, pour moi, est immense, qu'on peut envoyer nos enfants jouer dehors un peu plus longtemps et un peu moins pour les parents, habillés. Oui. C'est un grand répit parce que, surtout quand on a supporté, par exemple, des enfants qui courent partout, qui dansent comme des hippopotames ou qui lancent des cris de singes hurleurs pendant des heures, là, les envoyer dehors, un grand répit. Puis c'est des péripéties qui nous font sourire, mais la famille, c'est aussi des disputes, des fardeaux. C'est pas toujours la joie. Il y a 23% des enfants qui vont vivre la séparation de leurs parents avant d'atteindre l'âge adulte. 30% des familles qui sont monoparentales au Québec. Donc les couples, ils n'arrivent pas à se maintenir dans la durée, particulièrement lorsqu'ils sont en union libre. Puis si on se tourne du côté de la direction de la protection de la jeunesse, la DPJ, les données ne sont pas plus reluisantes. C'est 1 enfant québécois sur 5 qui est signalé à la DPJ, 1 sur 10 qui est pris en charge et 1 sur 20 qui va carrément être placé en dehors de son milieu familial. Donc c'est assez triste. Il y a 2,6% des enfants québécois qui sont pris en charge au final. C'est 42 000 enfants au Québec. C'est un peu lourd. Donc la famille, c'est pas toujours la joie non plus. Là. Les bambins, 2 ans, qui font des crises tout le temps non plus. Non plus, c'est pas toujours la joie. Mais il n'y a rien de nouveau parce que les relations humaines, c'est assez difficile. C'est pas toujours joyeux. Donc je me suis dit, on va quitter ce sujet délicat et explorer quelque chose de plus léger. La joie, c'est peut-être de s'émerveiller et de comprendre le monde. Dans les dernières années, nous avons découvert un beau palmarès d'espèces qui étaient jusqu'alors inconnues. Je vais vous les présenter, c'est très intéressant. On a découvert des menthes religieuses licornes, des escargots plus petits qu'un grain de sable, vraiment minuscule, un crapaud citrouille brésilien qui brille dans le noir, ou, j'ai gardé le meilleur pour la fin, le fascinant Vampirotetis pseudo-infernalis. C'est un vampire des abysses qu'on appelle un vampire pseudo-infernal. Il est magnifique, il produit de la lumière, il a une sorte de grand manteau. T'es sûre que t'as pas vu ça dans Twilight? Là? Non, j'ai pas vu ça dans Twilight. Mais vous irez voir en ligne. Mais malheureusement, vous ne pourrez pas aller le chercher en animalerie, il n'est pas disponible. Pas encore. Pas encore. Mais malgré ces découvertes qui vont nous offrir finalement à la beauté et à l'étrangeté du monde, c'est aussi un autre sentiment que la joie qui s'empare de nous quand on s'intéresse à certains projets en sciences sociales. Par exemple, le 9 mai 2025, la chaire de recherche du Canada en éthique féministe de l'Université McGill, donc une chaire de recherche à McGill, c'est pas rien, là. C'est pas un petit centre de recherche, a présenté un panel de conférences critiquant la prévention du suicide. L'une des conférences s'intitulait, accrochez-vous bien, « Se donner la mort, nécropolitique de la transitude à l'aune d'une métaphorologie trans ». Si, face à ce titre, votre cerveau devient aussi vite que celui d'un poisson rouge,
vous aurez au moins le réconfort de savoir que vous n'êtes pas seul. Ça, c'est comme ni la joie ni la peine, mais de la confusion. De la confusion un petit peu. Mais le Québec, cela dit, ne détient pas la palme des recherches les plus fantaisistes. Dans un article révisé par les pairs, donc là aussi, qui a été publié dans une vraie revue, par un doctorant de la prestigieuse université Yale, là aussi c'est pas rien, l'auteur compare la grossesse au processus de transition de genre et appelle à sortir la grossesse de son cadre féminin qui serait exclusif et donc excluant. Donc James, tu ne le savais pas, mais la grossesse, c'est pour toi aussi, si c'est ce que tu veux ou si tu t'identifies hippocampe. Je pense que je vais passer mon tour. Tu vas passer ton tour. C'est l'accouchement qui est plus difficile dans ton cas. Oui, on n'a pas parlé de l'accouchement. Je pense que c'est plus la grossesse vraiment qu'ils veulent. C'est seulement 2 exemples, mais ça suffit à nous montrer que la recherche de sens, elle ne fait pas toujours partie des départements universitaires aujourd'hui. Et ça, même si on en rit, ce n'est pas très réjouissant. Et peut-être vous l'avez remarqué, mais dans cet édito, j'ai fait plusieurs références animalières. C'est que je me pose la question, mais est-ce que le plus joyeux, c'est finalement pas l'animal parce qu'il n'a pas conscience de lui, de ce qui se passe autour de lui. Donc, et même les chats, on les appelle Félix, ça veut dire heureux. Mm-hmm. Mais la joie, c'est quand même plus qu'une simple réaction, qu'une émotion, que la libération d'ocytocine qui viendrait renforcer des comportements pour améliorer notre survie. Selon le Larousse, la joie, ça serait un sentiment de bonheur intense, éprouvé par quelqu'un dont une aspiration est satisfaite ou en voie de l'être. Et bien que les animaux ils cherchent à répondre à leurs besoins, ils n'ont pas d'aspiration en tant que telle, parce qu'ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes, du monde, des événements, ils n'ont pas de projet comme nous, ils n'ont pas de désir à part répondre à leurs besoins. Donc même si on partage des réactions joyeuses avec les animaux, ce n'est pas vraiment la joie qu'ils vivent. Alors la joie, ça nécessite d'avoir conscience de soi, mais aussi de sortir de soi. Et ça, c'est un secret, finalement, qui a été révélé par des centenaires. Je suis allée voir récemment, on a une centenaire qui est décédée ce mois-ci. Mais il y a d'abord eu Sœur André, qui est décédée en 2023. C'était la doyenne de l'humanité, décédée à 118 ans. Et elle déclarait que le plus important, c'était d'aimer sans restriction, d'aimer sans rien attendre en retour. Et ça peut sembler facile à dire, là. Ouais. Pour vous, c'est facile, aimer sans retour. Mais oui. Oui, tous les jours. Alors, je me suis dit, comment faire ? La réponse, elle nous est donnée en partie par Sœur Ina, qui est décédée ce mois-ci à 116 ans. C'était aussi la doyenne de l'humanité. Et elle dit que la solution, elle se trouve en dehors de nous, mais surtout au-dessus. Mon secret, mon grand secret, c'est de prier. Je prie le rosaire tous les jours pour tous les peuples du monde. Donc, la conclusion, c'est de prier le rosaire tous les jours pour tous les peuples du monde. Non, vous n'êtes pas obligés, mais... Facile. Facile aussi. Mais l'idée, c'est plus que pour vivre avec une certaine longévité, tout en étant et restant dans la joie comme ces centenaires, il faut sortir de soi, entrer en relation, agir pour l'autre, aller vers l'autre au final. Donc, pour le dire autrement, on pourrait citer Georges Bernanos. Il faut être capable de trouver sa joie dans l'autre. Voilà le secret du bonheur. C'est une phrase d'ailleurs qu'une lectrice du Verbe nous a invité à méditer. Marie-Christine, on la salue. Donc, face à la vie qui nous semble parfois joyeuse, morose ou désagréable, il nous faut tous relever le défi de choisir la joie plutôt que le cynisme, qui n'est pas facile. C'est un choix, car s'ouvrir à l'autre demande un effort et ne se fait pas en 100 heures au final. Et la joie, c'est finalement lorsque je trouve joyeux et je trouve grincheux, arrive à se connaître et à s'aimer, ce qui n'a rien d'évident, mais a tout de réjouissant. Merci beaucoup, Ariane, collaboratrice au Verbe Média, pour cet édito printanier qui nous redonne un peu de joie. C'était un plaisir. Une lettre ouverte intitulée « Il faut qu'on se parle de Québécois » a été publiée chez Pivot Québec le 15 mai dernier, initiée par l'historien Alexandre Dumas et signée par près de 7000 personnes, dont plusieurs personnalités médiatiques et académiques. La lettre dénonce une fois de plus la désinformation et les attitudes haineuses de certains des chroniqueurs de Pierre-Carl Pellado, demandant que son empire ne bénéficie plus de financement public. Cette controverse nous amène à nous poser la question suivante. Est-ce que l'État devrait financer les médias? Stéphanie, tu en penses quoi? Oui, bien, premièrement, je vais mettre un peu les choses en contexte. On pourrait dire qu'il y a 2 dimensions. Il y a une crise des médias. Ouais. Ça, je pense qu'on l'entend assez, puis je pense que c'est vrai. Une crise qui a comme les revenus publicitaires qui vont chez les GAFAM. Exactement. La première des dimensions, c'est justement, comme tu dis, on ne peut plus financer les médias comme on le faisait à l'époque par l'abonnement. Là, c'est complètement différent. L'information est accessible et gratuite. Mm-hmm. On n'a pas à passer nécessairement par un média qu'on va nous-mêmes payer avec nos sous. Fait qu'il y a cette crise-là du financement, mais il y a aussi une crise de confiance de la part du public. Les médias, tu sais, la pandémie, on s'en rappelle, les gens ont une méfiance maintenant envers l'information. Puis justement,
vont trouver ça suspicieux de dire, bien, le gouvernement paye, donc... Il y a toute cette ambiance-là où là, il y a une méfiance, puis il y a plusieurs alternatives qui se présentent aussi à nous, des gens qui vont se prétendre journalistes ou qui vont prétendre apporter de l'information. Fait que c'est ce contexte-là, je trouve... Comme nous. Comme nous. On est l'alternative. Non, mais bref, c'est ça. Donc, je trouve que c'est 2 éléments de crise qu'il faut garder en tête. Mais ce que la lettre dit, c'est qu'on ne devrait pas financer les médias. Ceux qui, parmi les médias, refusent de se soumettre à des règles déontologiques de base du journalisme. Parce que Alexandre Dumas, celui qui a écrit la lettre, précise et insiste même pour dire que Québécois n'est pas membre du Conseil de presse. On n'a pas beaucoup. On a le CRTC, on a le Conseil de presse, il y a aussi la FPJQ qui a un code de déontologie. Mais pour lui, c'est ça le problème, c'est de dire s'ils ne respectent pas les principes de base puis ne sont pas membres de cet organe-là, qui est le Conseil de presse, ils ne méritent pas d'être financés par l'État. Fait que là, les chroniqueurs chez Québécois ont évidemment réagi très fortement, même si ça n'a pas fait tant de vagues, mais chez Québécois, là, à la radio, entre autres, on en a parlé. Puis eux, malheureusement, j'ai pas le choix de dire qu'ils ont fait un peu de la désinformation, encore une fois, en disant, par exemple, que la lettre réclame qu'on ferme Québécois. Alors, c'est pas ça le cas du tout. Puis la lettre ne dit pas non plus qu'il faut absolument couper tous les financements aux médias, mais simplement que ça ne devrait pas servir à fournir une tribune à ceux qui peuvent tenir des propos qui inciteraient à la haine, par exemple. C'est souvent ça qu'on... C'est ça, puis je pense qu'il y a comme une... différentes vues de c'est quoi inciter à la haine, parce que parfois, juste de critiquer ce que des gens disent ou de... Parce qu'on entend souvent des chroniqueurs dire « Ah, une telle, c'est une conne parce qu'elle a dit ça. » Ça, est-ce que déjà c'est de la haine? Là, c'est sûr que dans le phénomène des réseaux sociaux, il y a un paquet de gens qui, quand on se met à s'attaquer à des personnes, après, qui reçoivent des insultes dans la vie privée. Puis, je pense, entre autres, à la famille de Catherine Dorion. Son père a complètement perdu sa réputation et sa vie parce que certains chroniqueurs radio de Québec... les ont insultés. C'est pas un cas. Il y en a beaucoup des cas comme ça où justement c'est un effet boule de neige. Là, le chroniqueur va pointer quelque chose, dénoncer quelque chose, puis là évidemment le commentariat ou tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux s'en empare. Il y a comme 2 visions de la liberté d'expression d'une certaine manière. Là. Comment tu les... Oui, bien c'est ça que j'allais dire. C'est en effet c'est un peu ça qui est derrière la liberté d'expression, mais c'est aussi le droit à l'information qui est questionné. Là. On a le droit, comme citoyen, c'est protégé dans nos chartes, d'avoir un accès à de l'information qui est juste, qui est vérifiable. Donc, le problème, c'est quand on aide des médias, on les aide financièrement à présenter des faits qui peuvent être loin de la vérité, qui peuvent être tordus. Mais encore là, je reviens à la crise du financement, parce que pourquoi les médias vont faire ça? Parce que quand on met un message clivant ou qui choque ou qui nous choque parce qu'il est loin de ce qu'on peut penser qui est la vérité, ça attire les clics. C'est ça qui va venir faire vendre la publicité à ceux qui les regardent. Donc, c'est pour ça que je dis que les 2 dimensions sont liées. Mais pour revenir à... Parce que je suis allée voir dans le code de déontologie du Conseil de presse, justement, qu'est-ce qu'ils entendent par discrimination puis par discours haineux. Puis ça reste assez vague. Merci. Parce que je lisais le mot. Donc, c'est ça. Sur la base d'un motif discriminatoire, à savoir entretenir les préjugés. Donc ça, c'est souvent reproché aux gens comme Québécois. Mais donc, susciter ou attiser le mépris ou la haine ou encourager la violence. Donc, c'est comme ça que c'est défini par le Conseil. Mais encore là, comment appliquer, on n'a pas vraiment de force. Ces codes-là n'ont pas de force de loi. Donc, encore là, c'est difficile d'imaginer un gouvernement qui appliquerait des normes comme ça pour limiter la liberté d'expression qui est si chère à notre époque. Mais je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez, mais on dirait qu'il y a certains médias aussi que, tu sais, à force d'entendre tout le temps du chiolage, tout ça, ou de la critique ou un peu de l'opinion, ça vient qu'à atteindre un peu notre état mental, trouvez-vous? Le problème, moi, je trouve, c'est que la pensée humaine fonctionne par réfutation. Là. Donc, moi, je suis assez en faveur de... Je comprends que ça peut démoraliser, mais c'est assez normal. Là. Aristote dit que la dialectique fonctionne comme ça. Là, quand quelqu'un émet une position, spontanément, on lui émet une objection. Là. Donc, moi, qu'il y ait de la critique, ça me pose pas problème. Que ça joue un peu rough, ça me pose pas problème non plus. Puis ça va dans des 2 sens. Hein. Sophie Durocher et Richard Martineau, là, pour nommer des têtes d'affiches de Québécois, eux aussi là, se font attaquer. Eux aussi ont dû déménager pour carrément cacher leur adresse des gens qui les insultent. Eux aussi se font attaquer parfois par des journalistes de Radio-Canada ou des gens comme ça. Ah oui, ça ne concerne pas que la... C'est ça, c'est pas pour prendre leur défense, là, mais tu sais, ça joue vraiment dans les 2 sens. Ça joue rough, là.
Moi, je laisserais ça comme ça, mais... Mais tu parles des débats sains, ça, je suis d'accord, une dialectique, une confrontation des idées. Mais moi, j'apprenais dans mes cours en journalisme que c'est pas nécessairement toujours justifié de présenter deux opinions comme étant autant valables l'une que l'autre. Tu sais, quelqu'un qui viendrait se répondre ou qui viendrait... justement, quelqu'un comme Luc Ferrandez, dont on parlait tantôt, est-ce qu'on devrait le mettre dans une tribune avec quelqu'un, puis dire que les deux points de vue devraient être traités de façon impartiale et égalitaire? Ce qui dérange aussi, c'est qu'on n'arrive plus à distinguer parfois les genres, les types de journalisme. Il y a une grande différence entre le journalisme d'opinion et celui d'information. Il y a une beaucoup plus grande liberté dans le journalisme d'opinion. Oui, il reste toujours qu'il y a ce devoir finalement d'être rigoureux, d'être exact, d'être exhaustif, mais avec peut-être une pensée qui est un peu plus personnalisée. Donc oui, si on veut inviter quelqu'un qui nous ressemble plus ou critiquer plus fortement une autre, il y a cette liberté-là. Mais ce n'est pas une liberté absolue, ça c'est vrai. Et donc quand on tombe dans l'insulte ou dans la critique ou qu'on invite les personnes finalement à aller harceler d'autres personnes, oui, c'est problématique. Je pense qu'il devrait y avoir peut-être des moyens via les tribunaux qui soient plus simplifiés pour dire là, je suis victime de calomnie ou il y a des conséquences très néfastes sur ma vie. Parce que le processus légal, il est très très lourd là, si on veut s'en plaindre. Donc il y a ça aussi. Le journaliste, il doit être responsable de ce qu'il dit aussi, c'est clairement. Une imputabilité. Merci à vous trois d'avoir un peu, je voudrais soulever quelques éléments en lien avec cette controverse-là. Si vous voulez participer à cette discussion, vous pouvez nous écrire en commentaire sur YouTube ou nous écrire à verbomoteur au pluriel à @leverbe.com. Ariane, tu as une suggestion qui allie réseaux sociaux et musique sacrée. Oui, ça s'appelle Let's Sing with the Pope, donc chantons avec le pape. C'est un frère dominicain en fait qui est président de l'Institut pontifical de musique sacrée, donc au Vatican, qui réunit 153 étudiants de 44 pays. À la messe, l'une des premières messes avec le pape, les gens voulaient chanter, mais ils ne savaient pas trop comment. Il s'est dit je vais faire des vidéos en ligne et je vais leur présenter finalement, je vais rendre disponible l'héritage grégorien accessible, toutes les chants sacrés qu'on utilise dans les grandes messes universelles. Donc ils sont en latin, c'est toujours les mêmes airs, toujours le même langage et c'est pour ça qu'on appelle ça universel. C'est finalement pour faciliter une communion ensemble par le chant. Donc le chant qui est important pour déjà s'adresser à Dieu, exprimer notre amour à Dieu, mais aussi pour pouvoir prier avec tout notre corps. Et donc, ces premières vidéos, elles ont déjà eu beaucoup de succès, là, presque 1 million de vues. Il y a une chaîne YouTube, il y a 5-6 vidéos, c'est court, c'est 2 à 8 minutes, et c'est très bien présenté. Donc, si vous voulez aller voir et apprendre à chanter, finalement, c'est une excellente ressource. On se rend sur les pages des réseaux sociaux de Musica Sacra, donc l'Institut pontifical de musique sacrée. Merci à vous trois. On se laisse cette semaine sur le nouveau simple « Léo rentre à la maison » de l'auteur, compositeur, interprète Valence. Pour écouter, commenter, partager cette émission, rendez-vous sur notre page YouTube et la page Facebook du Verbe Média. Merci à Marianne Martin-Barthélemy-Rieu à la technique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs.